Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous au moment où vous regarderez cette vidéo et on se retrouve pour une nouvelle rubrique extrêmement importante puisque c'est la rubrique qui va regrouper toutes les critiques de films et de séries hors adaptation de jeux vidéo. Alors, vous n'êtes pas sans le savoir si vous suivez la chaîne depuis quelques années, ou si au moins vous la suivez régulièrement depuis ces 12 derniers mois. Je ne cesse de vous dire que la chaîne va évoluer, et prochainement, durant cette année 2025, elle va changer de nom. Ciné Série Galaxy, ce sera terminé, ce sera un autre nom. Je ne souhaite plus ce nom pour la chaîne, mais ça va arriver dans les prochains mois. Toujours est-il que, je vous le répète régulièrement, je veux faire de cette chaîne une chaîne spécialisée adaptation de jeux vidéo. Les deux nouvelles vidéos que vous avez vues récemment sur Cyber Ninja et sur Autoroute Tracer, deux adaptations de jeux vidéo. Encore une fois, je vous ai expliqué et je vous ai montré un petit peu ce que je voulais faire, collab avec notamment d'autres youtubeurs, vous présenter certains de ces films, séries, jeux vidéo au format physique, mais aussi, en plus de ces adaptations de jeux vidéo, en plus de ces critiques de films et séries adaptés de jeux vidéo, je veux vous présenter des collections de films adaptés de jeux vidéo, puisque je fais le full set, et des collections de jeux vidéo, des franchises, des sagas, des genres différents, des genres de collections, voilà, des RPG, des jeux de plateforme, des jeux de course, etc. Je veux vous présenter des collections complètes autour de thématiques bien précises, et pour ça, je ne veux pas me disperser, je veux me recentrer. Je ne veux plus me disperser sur des films qui sortiraient au cinéma, parce que je vais voir très peu de films au cinéma, ou des séries sur plateforme de SVOD, parce que j'en regarde très peu aussi, et je ne veux pas multiplier le nombre de vidéos concernant ce type de contenu. Alors, si c'était que moi, si je m'écoutais moi, j'arrêterais totalement de parler de ce genre de films et de séries. Même si j'en regarde, c'est pas le souci, j'en regarde, et vous allez le voir dans cette vidéo. Mais je n'ai tout simplement plus envie de leur donner beaucoup de visibilité à ces films et ces séries parce que tous les autres youtubeurs en parlent, parce que tout le monde en parle sur les réseaux sociaux, parce que je vois vraiment pas l'intérêt de rajouter une critique. Mais, et je veux faire quelque chose que d'autres ne font pas. Mais vous avez été habitués sur la chaîne, c'est ma faute, depuis le début de la chaîne je vous ai habitué à ça, donc je suis responsable. Je vous ai habitué à vous livrer beaucoup de contenu, il y a plus de 1000 vidéos sur la chaîne et beaucoup de critiques de films et de séries. Notamment. La première des choses que je vais vous dire, c'est que je n'ai plus cet amour, cette passion du cinéma que j'avais il y a 5 ans quand je me suis lancé sur YouTube. Je ne l'ai plus. Je ne l'ai plus pour des tas de raisons. Durant la période Covid, je me suis rendu compte que finalement, ma présence en salle de cinéma, ça ne m'était pas indispensable pour apprécier des films et que je pouvais très bien me regarder des films chez moi et me régaler tout autant, même si je continue à aller voir des films au cinéma, hein, et je vais continuer à aller en voir quelques-uns cette année. Mais voilà, ça n'était plus indispensable à ma soif de connaissances comme je pouvais l'avoir durant les dernières décennies, les dernières années où j'allais 4, 5, 6 fois par semaine au cinéma. Donc vous voyez, j'ai quand même réduit drastiquement. Si je vais au cinéma une fois par mois, c'est beaucoup. Aujourd'hui, en 2025. Donc je n'ai plus ressenti ce besoin. Ensuite, il y a toute la période post-Covid avec Hollywood qui nous ont matraqué des messages idéologiques, politiques, d'inclusivité, diversité qui m'ont saoulé profondément et qui ont fait que ça m'a quasiment dégoûté des grandes franchises. De Star Wars, dont je ne vais plus regarder de contenu et dont je n'en parlerai plus sur la chaîne. Aucune nouvelle série, aucune nouvelle saison. Pour les films, je ne suis même pas sûr d'aller les voir au cinéma. Pour Marvel, ils ont tellement fait n'importe quoi post-Avengers Endgame, alors que Avengers Endgame était vraiment exceptionnel. Infinity War Endgame, c'était vraiment de la qualité. En tout cas, en termes de super-héros Marvel, c'était le top du top. Ils ont fait tellement n'importe quoi que j'ai complètement arrêté. Et aujourd'hui, je n'ai plus aucune envie. J'irai voir les 2 prochains Avengers pour avoir le fin mot de l'histoire, mais après, ce sera terminé. Hein. Vous voyez, déjà, les derniers films et séries, je les ai pas regardés et je n'irai pas. Même gratuit, j'irai pas voir Captain America 4. Gratuit, j'irai pas voir les dernières séries sur Agatha ou sur Ironheart ou sur toutes les autres. Ça me saoule profondément. Et je parle même pas de DC Comics où j'ai fait un trait définitif dessus. C'est terminé. Moi, ce qui m'intéressait, c'était le Snyderverse. Je ne veux même pas regarder une seule minute de tout ce qui va être fait par James Gunn. Donc quand on enlève tout ça, ça fait beaucoup de contenu en moins. Quand on enlève aussi énormément de films d'auteurs qui ne m'intéressent pas,
tout ce qui est projeté à Cannes, tout ce qui est projeté au César, tout ce qui est projeté dans les festivals, ça ne m'intéresse pas du tout non plus, hein, honnêtement. Il doit y en avoir 99% de ces films-là qui ne m'intéressent pas. Et après, il reste les films et les séries sur plateforme de SVOD, où là, quand vous en avez vu un, vous en avez vu 10, c'est tous les mêmes, c'est tous le même modèle, tous le même moule, on a l'impression qu'ils sont fabriqués à la chaîne. De temps en temps, il y en a un qui sont un ou deux intéressants, mais ça reste quand même très peu. Et c'est la même chose au niveau des séries, il y a des séries que j'ai abandonnées, des univers que j'ai abandonnés, l'univers Game of Thrones, et je n'y reviendrai pas, House of the Dragon, déception totale. Enfin, pour moi, il y a rien ne m'intéresse dans tous ces univers-là. Et bien évidemment, j'adore les Anneaux de pouvoir. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui détestent, et ça m'est complètement égal, parce qu'à partir du moment où moi ça me plaît, c'est l'essentiel. Donc, j'ai quand même fait énormément de films et de séries en moins. J'ai tiré un trait sur beaucoup de choses, et je vais vous dire, et je vais être très franc, ça ne me manque pas. Ça ne me manque absolument pas. Et même, j'ai trouvé plus de temps pour pouvoir m'intéresser à d'autres choses, notamment à ma passion première, qui sont les jeux vidéo, et en particulier les jeux au format physique. Je partage ce combat de certains comme Conquerax ou d'autres, de mettre en avant le format physique, de défendre le format physique jusqu'au jour où il disparaîtra irrémédiablement. Donc voilà, moi c'est ça qui me tient à cœur aujourd'hui, c'est pas les derniers films venus d'Hollywood ou venus de peu importe, tout ça ne m'intéresse plus. Alors, malgré tout, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus rien qui m'intéresse. De temps en temps, il y a quelques films intéressants. Mais je ne veux pas faire une vidéo pour chaque film ou chaque série que je regarderai. C'est ce que je faisais avant, je ne veux plus faire ça. Je veux faire une vidéo pour chaque adaptation de jeu vidéo, mais aussi pour l'univers Tolkien, que ce soit les épisodes des Anneaux de pouvoir, mais aussi d'autres contenus Tolkien, et vous verrez, il va y avoir prochainement un nouveau contenu Tolkien sur la chaîne, un film d'animation Tolkien, vous verrez, je vous en dis pas plus, c'est la surprise. Mais tout l'univers Tolkien, j'ai envie d'en parler, le lore, ce qui est dans les livres aussi, mais aussi les jeux vidéo et beaucoup de vidéos collections. Mais vous verrez qu'à partir de ce mois qui arrive là, à partir de ce mois de mars, il va y avoir des vidéos collections sur des sagas de jeux vidéo, sur des collections de films adaptés de jeux vidéo. Je vous présenterai, il y aura du steelbook, de la VHS, du DVD, parfois du 4K, des formats vintage, bref. Ça, c'est ce qui m'excite le plus, c'est ce qui me passionne le plus, et être exhaustif sur les adaptations de jeux vidéo. Malgré tout, j'ai conscience que beaucoup d'entre vous se sont abonnés à la chaîne pour avoir ces critiques, pour avoir des critiques de films et de séries. Et je vois bien qu'il y en a certains d'entre vous qui sont déçus de l'orientation que je prends, mais comme je vous ai dit, le but c'est de me faire plaisir à moi, hein, parce que vous parlez d'un film sans aucune passion, ça n'a aucun intérêt, moi j'ai besoin d'être passionné et enthousiaste. Donc je préfère vous parler d'une bonne vieille adaptation des années 90-2000 plutôt que du dernier film blockbuster AAA ou du dernier film qui a eu l'Oscar, ça m'est complètement égal. Malgré tout, voilà, je pense à vous quand même, parce que vous faites en partie le succès de la chaîne. Alors je vous avais proposé dans cet onglet communauté un type de vidéo, une vidéo multicritique. Et je vous ai dit, est-ce que vous le voulez bimensuel, c'est-à-dire tous les 2 mois, ou trimestriel, tous les 3 mois, c'est-à-dire une vidéo 1 mois sur 2, 6 dans l'année, ou tous les 3 mois, c'est-à-dire 4 dans l'année, une fois par trimestre. Vous avez voté en masse pour bimestriel, et donc voici la première de ces vidéos, qui regroupera les critiques des films et séries que j'ai vus au mois de janvier-février. La prochaine arrivera fin avril, et elle regroupera les critiques de films et de séries que j'ai vus en mars-avril. Bien évidemment, ça c'est pour les films et séries hors adaptation de jeux vidéo. Puisque je crois qu'au mois d'avril, il va y avoir Minecraft, l'adaptation au cinéma, il y aura une vidéo, il y aura Until Dawn, l'adaptation de jeux vidéo, il y aura une vidéo. Mais entre-temps, tous les films et les séries que j'aurai vus hors adaptation de jeux vidéo durant les mois de mars-avril, ça arrivera dans la vidéo multicritique fin avril. C'est le premier numéro de cette rubrique, il y en aura 6, fin février, fin avril, fin juin, fin août, fin octobre et fin décembre. Et ce sera comme ça pour chaque année à partir d'aujourd'hui. C'est la première de ces vidéos. Et je vais vous mettre dans la description de ces vidéos le timecode pour que vous puissiez naviguer entre les différentes critiques qu'il y aura dans ces vidéos, puisque je vais vous parler de plusieurs films. On parlera d'abord des films et ensuite des séries. C'est parti pour le premier film que j'ai vu en ce début d'année, Criminal Squad Pantera.
avec G.G. Butler, O'Shea Jackson Jr., qui jouait le rôle de son père Ice Cube dans le biopic NWA Straight Outta Compton en 2015, qui était excellent. Et ici, on rajoute Salvatore Exposito, qui, il me semble, avait joué dans Mafiosa, je crois. Je sais plus, une série, je crois que c'était Mafiosa. Qui avait d'ailleurs fait un petit rôle, enfin, le rôle du méchant dans Taxi 5 de Frank Gastambide. Et je crois que c'est à peu près tout pour les stars de ce film. C'est surtout Gerard Butler et O'Shea Jackson Jr. Alors, le premier Criminal Squad qui était sorti en 2018, si je me trompe pas, 2018, je l'avais trouvé excellent, un très bon film. En plus, on avait un casting 4 étoiles, Pablo Schreiber, on avait 50 Cent et on en avait d'autres. On avait un Gerard Butler qui faisait un agent, un flic, un commissaire, un inspecteur, borderline à la limite de la corruption, mais qui n'était pas corrompu. Mais il était quand même borderline et il avait une situation de famille assez complexe, en instance de divorce. Et justement, on le retrouve en ce début de deuxième épisode, hein, c'est une suite directe, où il est en train de divorcer avec sa femme. Donc il va galérer pour avoir de l'argent, parce qu'il va devoir payer une pension, il va galérer pour voir ses gosses. On sent aussi qu'il est un peu à bout, parce que physiquement, on sent qu'il est un peu alcoolique sur les bords. Et on a le braqueur du premier film joué par O'Shea Jackson Jr., donc Ice Cube Jr. si vous préférez, qui s'en était sorti et qui était le mastermind quelque part, qui était celui qui arrivait à rebondir, à tomber sur ses pattes à la fin du premier film, qui était une sorte de insaisissable, mais du film de braquage, un peu moins tout public que insaisissable. Vous savez, insaisissable, c'est ces films avec les prestidigitateurs, là, les magiciens, qui se passent avec, je crois, Jesse Eisenberg et Mark Ruffalo, je ne sais plus exactement. Donc, on avait O'Shea Jackson Jr. qui arrivait à s'en sortir et qui avait fait vraiment un gros coup. Et là, on le retrouve qui est en train de préparer un nouveau coup, et Gerard Butler qui est toujours à sa recherche. Sauf que, rebondissement, Gerard Butler, donc le personnage joué par Gerard Butler, va lui dire: voilà, moi j'en ai marre de respecter la loi, j'en ai marre de respecter les codes, je voudrais faire ce braquage avec toi. Il va accepter, bon, en même temps, bon gré, mal gré, et là, ils doivent braquer, je crois que ça se passe à Nice, une espèce de centre où il y a les plus gros diamants, une espèce de coffre-fort où il y a les plus gros diamants. Sauf que ils vont voler la mauvaise personne, ils vont voler la mafia italienne. Va s'en suivre des rebondissements, des trahisons, etc. Je ne vous raconte pas la fin du film, c'est très bien filmé. C'est millimétré au niveau du rythme. C'est excellent de bout en bout, avec un final que je n'avais pas vu venir. Peut-être certains d'entre vous auront vu le final. Je ne vous spoile pas, c'est une critique sans spoilers. Et c'est vraiment excellent. L'alchimie entre les deux, le duo est excellent. Le personnage de Gerard Butler, il est très trouble. On a du mal à connaître ses intentions véritables. Pour moi, on est sur un excellent film de braquage. Il est quand même plutôt conséquent. Je crois qu'il fait plus de 2 heures le film. Je ne me suis pas ennuyé un seul instant. Il y a matière pour faire un 3e film, clairement. J'espère qu'il y aura un 3e film. En tout cas, c'est bien joué. Il y a du rebondissement. Il y a des idées ingénieuses. Les courses-poursuites, que ce soit en voiture ou la tension qu'il y a durant le braquage et le braquage en lui-même, j'ai rien à redire là-dessus. C'est vraiment un film qui n'est pas fait au rabais. C'est pas un film de plateforme de SVOD, ça se voit. Et pourtant, c'est pas un film qui a coûté très cher. Je me demande s'il n'a pas coûté 30 millions de dollars, il me semble, ou alors 70. Mais en gros, c'est pas non plus un film qui a coûté 100 millions de dollars. Il n'en a pas non plus rapporté énormément. Mais on est sur un film musclé, où les personnages sont en danger. On ne sait pas jusqu'à la fin ceux qui vont survivre ou pas. Et où je vous dis, il y a vraiment des rebondissements, et même un rebondissement de dernière minute dans les derniers instants que j'avais pas vu venir. J'avoue que j'ai passé un excellent moment, c'était passionnant de bout en bout, je vous le recommande, Criminal Squad Pantera. D'abord regardez le premier film, puisque ça c'est sa suite directe. Vous enchaînez les deux, vous devriez passer un très bon moment, et surtout les scènes de fusillade qu'il peut y avoir, de course-poursuite sur la route, fusillade en même temps. Et je vais pas dire qu'on est au niveau de Michael Mann, il faut peut-être pas abuser,
mais parfois ça m'a fait penser quand même à Miami Vice de Michael Mann. Sauf qu'en plus, ça se passe à la fois en France, à Nice et en Italie, puisqu'il y a la mafia italienne qui est impliquée. En tout cas, cette sensation de danger est omniprésente, et cette sensation de personnage borderline trouble à la morale trouble jusqu'à la fin du film. Et ça, c'est excellent. Donc, je vous le recommande à 100%. Criminal Squad Pantera. Ça, c'est sorti le 8 janvier. Critique suivante. Le 15 février est sorti Wolfman de Leigh Whannell, qui avait déjà réalisé, il me semble que je vous ai fait la critique sur la chaîne, en début 2020, qui avait réalisé Invisible Man, le remake de l'homme invisible, Hollow Man, qu'on avait eu notamment de Paul Verhoeven avec Kevin Bacon. Tout ça arrivait après le Dark Universe, qui était censé être initié par La Momie avec Tom Cruise, et ensuite les différents personnages. Il devait y avoir Dr. Jekyll et Mr. Hyde, il y avait Russell Crowe, il devait y avoir Johnny Depp qui devait faire l'homme invisible, il me semble. Bref, et ça avait été abandonné suite au succès mitigé de La Momie, qui quand même avait bien cartonné. La Momie, il avait fait beaucoup d'argent, hein, c'était pas non plus 1 milliard, mais c'était, je crois, près d'un demi-milliard de dollars, aux alentours de 500 millions. Mais c'est Hollywood, hein, ils sont trop gourmands, et même quand ça réussit, au lieu de donner une chance, bah, ils décident d'annuler. Et ils avaient annulé, ça avait été les droits de ces films-là, le projet de faire des reboots de ces films-là. Ça avait été repris par Blumhouse Productions, Jason Blum, qui, on le sait, fait des films à petit budget. Et il nous avait livré avec, je ne sais plus comment elle s'appelle, Elisabeth Moss, l'excellent Invisible Man, qui l'a lorgné plutôt du côté de la science-fiction technologie plutôt que du côté du fantastique horrifique. Il y avait une tension, c'était vraiment excellent. Et ensuite, bah, ils avaient dit, on va refaire les autres films, Universal Monster, hein, donc le loup-garou, etc., ce genre de film. Et finalement, il y a eu des rebondissements, certaines devaient s'occuper du film, ils ont jeté l'éponge, Leigh Whannell devait produire, puis ensuite il devait réaliser, puis ensuite il a mis une pause, et finalement, il a décidé de réaliser ce Wolfman, avec Christopher Abbott dans le rôle titre et Julia Garner dans le rôle de sa femme. Christopher Abbott, il me semble que je l'avais vu dans un film de guerre où il faisait un traducteur, mais je pourrais plus vous dire si c'était Horse Soldier avec Chris Hemsworth ou si c'était un autre film qui se passait en Afghanistan, Irak, etc. Mais Christopher Abbott, très bon acteur, et Julia Garner qui a été embauchée pour jouer le surfeur d'argent dans le prochain 4 Fantastiques de Marvel que je n'irai pas voir. Et là, c'est pour moi une assez grosse déception, je dois dire, parce que Leigh Whannell, je l'avais trouvé excellent, que ce soit sur Upgrade, un film qui était dans la veine de l'intelligence artificielle d'ailleurs, qui est plus que jamais d'actualité, mais je l'avais trouvé excellent sur Invisible Man. Et là, Wolfman, il y avait tout pour nous faire un film avec une ambiance qui est là, l'ambiance est présente et elle est excellente, avec ce chalet perdu dans les grands espaces. Alors, il me semble que c'est dans l'Oregon, il me semble. Je crois que c'est dans l'Oregon, pas très loin de la limite à la frontière du Canada. En gros, dans le nord de l'Amérique des États-Unis. Il fait froid quand même. Donc, dans ces grandes forêts, et il y a vraiment une vibe quand vient la nuit. L'épisode dont je vous avais parlé sur la chaîne, l'épisode de X-Files où il y a les Lucioles dans la première saison. Voilà, on a cette ambiance seul perdu dans l'immensité de la forêt avec le bruit des animaux. Et donc on a ce père de famille avec sa femme et leur enfant. Bon, le couple bat un petit peu de l'aile, ça va pas très bien. Ils vivent à la grande ville, il me semble qu'ils vivent à New York ou en tout cas dans une grande ville. Et suite au fait qu'ils reçoivent l'information que son père vient de décéder, en tout cas son père a été classé comme décédé. Il a disparu, mais il a été classé comme décédé. Il doit venir chercher toutes les affaires. Et il dit à sa femme, pourquoi on ne ferait pas une petite pause, comme ça on se recentre sur notre couple et notre fille, qui est très intelligente, la fille, petit enfant, et on va passer quelque temps dans l'Oregon, dans le chalet de mon père, dans lequel j'ai grandi, mais avec qui j'étais en froid, j'ai perdu le contact, parce que quand il était enfant, son père le formait à la chasse, il avait un père froid et distant, et déjà en ce temps-là, son père traquait, était obsédé
il traquait une bête dont on ne savait pas vraiment si c'était un animal ou pas. Et une légende disait que il y avait quelqu'un qui avait contracté une forme de malédiction et qui était à mi-chemin entre l'homme et le loup, entre l'homme et la bête. Bon, et lui ensuite, voilà, il avait grandi, il était parti de là, il avait fait sa carrière, je crois que c'est un écrivain. Il avait rencontré sa femme, qui elle est une journaliste ou une présentatrice, je crois une journaliste. Et finalement, il décide de retourner, à l'occasion de la mort de son père, il retourne dans ce chalet de l'Oregon. Et là, ils vont être traqués dès leur arrivée, ils vont avoir un accident de voiture, et lui, il va être griffé par un animal, en tout cas de ce qu'il pense être un animal inconnu, qui va le griffer, et qui en réalité va lui transmettre un virus, qui va le faire muter en loup-garou, en mi-humain, mi-animal, proche du loup. Et donc, tout l'intérêt de ce film, c'est de nous donner une explication pseudo-scientifique sur la lycanthropie, avec un homme qui se transforme petit à petit de manière irrémédiable en loup et qui le fait très vite d'ailleurs, et qui va mettre sa famille, alors qu'il voulait protéger sa famille, qui va mettre sa famille en danger. Ça reste quand même une déception parce qu'il n'y a presque pas de mystère. En fait, on nous montre très rapidement la bête et la fin du film, pour moi, voilà, je vous dis, c'est pas assez développé. Le film doit durer 1h40, générique inclus. Il aurait mieux valu que ça dure un peu plus. Il n'y a pas du tout cet aspect gothique, cet aspect malédiction, cet aspect loup-garou, le côté fantastique qu'on pouvait avoir dans Wolfman, sorti en 2010 avec Benicio del Toro et il me semble Anthony Hopkins, qui était vraiment très bon, de Joe Johnston, je crois. Il n'y a pas du tout cet aspect-là. Là, on est sur un simple film avec un virus, une transformation, un peu anxiogène, un peu hygiénique, dans le sens maladie infectieuse. Mais rien de plus. Voilà, on n'a pas ce côté mystique, ce côté fantastique, ce côté surnaturel. Et pourtant, l'ambiance, elle est là. La réalisation, elle est bonne. On voit tout du point de vue du personnage, jusqu'à ce que petit à petit, il perde la raison, se transformant en animal. Et là, on va voir tout du point de vue de sa femme. Et à un moment donné du film, à mi-chemin du film, on va basculer de point de vue. C'est la seule originalité qui se dégage du scénario. C'est-à-dire que tout se passe très rapidement, trop rapidement d'ailleurs. En l'espace de quelques heures, hein, c'est même pas quelques jours, en l'espace de quelques heures, on passe d'un homme qui était quand même, voilà, qui était déterminé à protéger sa famille, à un homme qui va mettre en danger sa famille, et une femme qui était un peu peureuse, qui était, voilà, la citadine, qui va devenir une mère courage, tout prête à tout pour protéger sa fille. J'ai trouvé que le timing était mal géré, le rythme était mal géré, on reste sur sa fin, on n'a pas vraiment des réponses sur la créature originelle, comment elle est devenue comme ça. Alors, on apprend qui est la créature originelle, mais je vous ne spoilerai pas la fin. Même si on le voit à 1 km, on le voit à la moitié du film. À la moitié du film, on sait qui est la créature originelle et d'où est-ce qu'elle provient. Mais on n'a pas ses origines. Et pourtant, dès l'encart écrit, la légende écrite au tout début du film, on nous dit, voilà, il y a une légende d'un homme qui se transformerait en loup, et voilà, on va vous raconter l'histoire, on va vous raconter la vérité là-dessus. Et finalement, on n'a jamais les réponses. On a juste un film avec un duo, un trio dans un huis clos avec quelques jumpscares et encore pas vraiment, mais surtout un film où ça piétine, il y a très peu de dialogue entre le mari et sa femme, et quand il y a des dialogues, c'est plat. Ça a été une véritable déception. La seule chose à retenir de ce film, c'est les décors, parce que ça se passe en forêt dans l'Oregon et que il y a cette ambiance, voilà, on est perdu dans l'immensité de la forêt en pleine nuit avec tous les bruitages qu'il peut y avoir. Et je vous dis, ce basculement de point de vue, on voit la moitié du film du point de vue du personnage principal, et quand il en arrive à sombrer dans la folie, on voit, ça bascule en quelques secondes du point de vue de sa femme. Mais c'est franchement pas palpitant du tout, je me suis ennuyé ferme. C'est vraiment dommage, venant de Leigh Whannell, alors que ces deux autres films, Upgrade
et surtout Invisible Man était excellent, ben là pour moi c'est un échec. Ça vaut pas le Wolfman sorti en 2010 avec Benicio del Toro. Troisième film que j'ai vu, Vol à haut risque de Mel Gibson, et là aussi c'est une déception, c'est pas un mauvais film, j'ai passé un bon moment, mais ça n'est pas du tout à la hauteur du talent de Mel Gibson. On rappelle que son dernier film, je crois que c'était Hacksaw Ridge, Tu ne tueras point, sorti en 2017, qui est un chef-d'œuvre absolu, sur un objecteur de conscience chrétien, soldat dans l'armée américaine, qui a tout fait pour sauver des gens plutôt que tuer d'autres gens sur le front, d'après une histoire vraie, avec exceptionnel Andrew Garfield. Bref, Mel Gibson, on va pas refaire toute sa filmographie, La Passion du Christ, Braveheart, etc. Un réalisateur exceptionnel, un acteur exceptionnel, même si ici il est uniquement réalisateur. Et c'est Michel Dockery, Topher Grace et Mark Wahlberg qui jouent dans le film. C'est un huis clos dans un avion. Alors Michel Dockery, il me semble qu'elle est issue de Downton Abbey, mais on l'avait vu dans le film The Gentleman avec Matthew McConaughey. Excellente actrice. Topher Grace, bon, ben c'est Eddie Brock hein, dans Spider-Man 3 de Sam Raimi, hein, ça restera le meilleur Eddie Brock Venom, et Mark Wahlberg, on ne le présente plus. Topher Grace est un petit comptable qui doit témoigner dans le procès de son patron, un gros véreux corrompu. Michel Dockery, c'est l'agent qui doit l'escorter et qui doit prendre, voilà, qui doit faire attention à lui, qui doit le protéger jusqu'au procès. Et ils sont en Alaska, ils doivent se rendre, il me semble, à New York, ou en tout cas, ils doivent se rendre sur la côte américaine, ou à Seattle, je crois. Et ils vont être escortés donc, dans un avion par Mark Wahlberg, qui en réalité a usurpé l'identité du pilote de l'avion, Mark Wahlberg, qui est un tueur à gages payé par donc l'ancien patron de Topher Grace pour que ce dernier ne témoigne pas contre lui au procès. Et Mark Wahlberg, son personnage, il renoue d'ailleurs un petit peu avec ce genre de rôle qu'il avait au début de sa carrière, de mec un peu vicelard, dangereux, à la fois avec de l'humour et en même temps très inquiétant, capable de grands excès de violence et en même temps d'humour. Il avait déjà eu ce genre de rôle dans un ou deux films, mais je me souviens plus, c'était il y a longtemps, parce que bon, voilà, depuis Mark Wahlberg, il est plus connu pour ses rôles de bon gars, voilà, beaucoup d'humour dans les TED, ou alors de soldats comme dans notamment Du sang et des larmes. Bref, le film, c'est Turbulence à 30 000 pieds, quoi. C'est un film vu et revu, qui aurait pu directement sortir en DVD, qui aurait pu être produit par Energy 12. On salue Energy 12 qui malheureusement viennent de fermer, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un film directement en DVD. Il n'y a aucune distinction entre ça et une production à bas coût. Il n'y a pas d'ingéniosité dans le scénario, il n'y a pas de rebondissement. Tout se voit, mais à 100 km à la ronde. On sait déjà comment ça va se finir avant même que ça commence. Parce qu'en fait, tout est dans le pitch. Ils sont en compagnie d'un psychopathe dans un petit avion. Voilà, c'est tout. Et ils vont devoir s'en sortir. Alors, il n'y a pas d'audace dans le scénario, à moins qu'ils meurent tous dans le scénario, ce qui n'est pas le cas du film. Hein. Voilà, c'est vraiment un spoiler. L'audace, éventuellement, si on peut parler d'audace, c'était que les gentils ne s'en sortent pas et que le méchant s'en sorte. Mais sinon, dès le pitch, on savait déjà que les gentils s'en sortiraient. Sinon, il n'y a pas de film. Si le témoin à charge, le témoin clé, se fait tuer par le tueur à gages qui est censé le tuer dans le film, il n'y a aucun intérêt du film. Tout l'intérêt, c'est de protéger le personnage principal, qu'il arrive en vie à la fin, pour témoigner. Donc, on sait déjà comment ça va se passer. En plus, le film dure 1h30, je crois, un petit peu plus d'1h30, générique inclus. Très peu de rebondissements. Alors oui, Mark Wahlberg nous sort quelques blagues, mais franchement, c'est pas terrible. Reste le duo Michel Dockery, Topher Grace qui fonctionne bien. Le personnage qui est une sorte d'hypocondriaque, un peu peureux, qui s'avère être un petit peu plus courageux qu'il n'y paraît. Et Michel Dockery qui, elle, fait une marshal qui a des blessures, des traumatismes par rapport à son ancienne mission. Et éventuellement, là-dedans, essayer de déterminer s'il y a une taupe qui est au courant de ce transfert, de ce voyage, qui aurait pu les trahir et mettre un tueur à gages dans cet avion. Mais en dehors de ça, il n'y a quasiment rien d'intéressant.
C'est pas un film désagréable, c'est juste un film que vous trouvez dans un bac, dans n'importe quel magasin d'occasion, à 1 euro, vous en avez 100 comme ça. C'est pas du tout à la hauteur du talent de Mel Gibson. Comme je vous dis, j'ai pas passé un mauvais moment, mais c'est bien sans plus. Voilà, bien sans plus. Sitôt vu, sitôt oublié. Donc vous voyez, il y a du bon, il y a du moins bon. Passons maintenant à la critique de la seule série que j'ai vue ces 2 derniers mois, donc janvier-février. Alors, il y en a d'autres que je vais commencer. Vous aurez les critiques notamment de Mythic Quest saison 4 et The Ark saison 2, la série de science-fiction. Donc, vous aurez ça fin avril. Mais pour la seule série que j'ai vue en ce début d'année, c'est The Rig saison 2. Je vous avais fait la critique de The Rig saison 1, il me semble que c'était début 2023, si je ne me trompe pas. J'étais encore dans mon ancien appartement, donc ça remonte à il y a 2 ans en arrière facile. Bon, ben, on l'attendait plus cette série, on pensait qu'elle avait été annulée, pourtant on nous avait dit elle n'était pas annulée, ça sera renouvelé, mais on n'en entendait plus parler. C'était une série qui était arrivée comme ça sur Amazon, j'avais beaucoup aimé la saison 1, ça parlait en gros d'une 6e extinction, ça parlait d'une plateforme pétrolière qui font une découverte au fond de l'océan, une forme de vie ancienne. Et cette forme de vie se réveille à cause de la pollution que pourrait causer cette plateforme pétrolière et elle essaye de se rebeller. Et on terminait la saison 1 avec un tsunami qui s'abattait sur les côtes, sur les terres. Et notre équipe qui était évacuée de la plateforme pétrolière après avoir fait cette découverte, voilà, que il y avait cette entité au fond de l'océan qui était là depuis très longtemps, des millions d'années, cette entité qu'ils ont appelée l'ancêtre. Bon, ben c'est la suite directe. Honnêtement, je savais même pas que ça allait sortir. C'est quand j'ai reçu la notification Amazon, il y a une nouvelle série, saison 2 de The Rig. J'ai dit, ah bon, ça existe toujours, je pensais pas. Je l'ai regardé. Heureusement, c'est que 6 épisodes, parce qu'il ne se passe quasiment rien de toute la saison. Oui, ça joue bien. Emily Hampshire, Ian Glenn, l'acteur qui jouait dans Game of Thrones, qui faisait le chef de la garde de nuit. Je me souviens plus comment il s'appelait, joué par Owen Teale. On a aussi Mark Addy qui faisait Robert Baratheon dans Game of Thrones saison 1. Oui, le casting est bon, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais on n'avance pas dans l'intrigue. On finit cette saison 2, on n'a quasiment pas avancé. On a une partie des personnages qui vont sur les terres fermes pour essayer de retrouver leurs proches, et une autre partie qui vont sur une autre plateforme pétrolière pour essayer d'en apprendre plus sur cette entité qui est là au fond de l'océan et savoir si ses intentions sont bonnes ou mauvaises. On apprend quasiment que dalle, on reste dans les mêmes huis clos. Il y a des situations qui, à certains moments, pourraient avoir de la tension, mais sont désamorcées par des dialogues insipides. Je vous prends un exemple, à un moment donné, vraiment, ils sont à plusieurs centaines de mètres de profondeur. On a un mec qui les met en joue avec un pistolet et on a 2 personnages qui sont tenus en joue par un pistolet et on a les autres membres de l'équipage qui voient ça à travers les caméras et qui sont en contact par radio pour essayer de dire voilà, il faudrait aller à tel niveau pour essayer de le prendre par surprise, par derrière, pour les sauver de cette prise d'otage. Plutôt que d'aller sur ça, ils se mettent à avoir un dialogue, le gros noir baraqué avec le petit indien maigrichon. Ils ont un dialogue woke du style ouais écoute tu vois je te l'ai jamais dit mais tu m'attires, tu me fais fantasmer, je pense à toi, je rêve de toi. Et t'es là, 2 persos qui se révèlent leur coming out gay alors qu'il y a une prise d'otage, alors qu'ils sont en lien par téléphone, ils pourraient empêcher cette prise d'otage. C'est absolument pas le moment de parler de tout et n'importe quoi, et encore moins d'une sexualité dont on ne nous parlait même pas en saison 1, tu vois. En plus, sachant qu'il y a déjà des persos LGBT dans la série, il y a une lesbienne qui cherche sa copine lesbienne au milieu d'un camp de réfugiés. Voilà, bon, ben c'est bon, ils ont mis le côté inclusif, on va pas rajouter. Et là, comme ça, ils te sortent du chapeau 2 personnages qui sont LGBT. On sent que cette série a été faite aux dernières heures du wokisme avant que Trump soit élu, parce qu'à mon avis, maintenant, ce genre de choses, ils vont sortir beaucoup plus rarement. Mais qu'est-ce que ça vient foutre comme dialogue dans une prise d'otage à plusieurs dizaines, voire centaines de mètres sous l'eau, pendant qu'en plus, il y a une entité
qui est là depuis des milliers d'années, qui les menace de mort et qui pourrait tous les faire engloutir. Donc vous voyez, c'est extrêmement mal écrit. Ça n'a aucune finesse. Et au final, je vous dis, à la fin de la saison, on n'a rien appris de plus. Si ce n'est que, ah, c'est pas bien, il faut pas trop exploiter les hydrocarbures, il faut prendre soin de la planète, c'est-à-dire le message écolo qu'on a dans quasiment tous les films aujourd'hui. C'est insipide, ça n'apporte rien. Le seul ajout de cette saison, c'est le personnage joué par Alice Krige, qui a un rôle un peu ambigu, qui fait la patronne de cette organisation, mais elle n'a pas vraiment les pleins pouvoirs, parce qu'on sent qu'au-dessus d'elle, il y a d'autres personnes qui sont en conflit pour le pouvoir de l'entreprise, et qu'elle, elle essaye de faire ce qu'elle peut pour maintenir... voilà, pour maintenir le pouvoir entre ses mains de l'entreprise, le pouvoir décisionnaire. Donc on sent qu'il y a un conflit aussi au niveau politico-administratif à la tête de l'entreprise, de cette entreprise multiplateforme pétrolière aux quatre coins du monde. Une intrigue de plus qui n'est quasiment pas exploitée de toute la saison. Mais au final, c'est pas très intéressant. C'est franchement pas très intéressant. Il y avait tellement de possibilités durant cette saison pour nous faire quelque chose d'apocalyptique, pour nous faire une sorte de 6e extinction, comme je titrais dans la miniature de la première saison, la 6e extinction, parce que justement on nous parlait de la 6e extinction, on nous en parlait déjà à l'époque de X-Files saison 6 et 7. Il y avait tellement de quoi faire une série sur les dernières heures de l'humanité, avec la nature qui se rebelle de manière implacable. Mais non, il y a juste un petit tsunami en fin de saison 1 avec les conséquences sur la saison 2 et on retombe dans des dialogues et sans arrêt ça parle et ça parle et ça parle et au final, les 6 épisodes de 50 minutes, on n'a quasiment rien appris de nouveau. On nous a introduit des nouveaux personnages qu'on a mis un peu en danger mais pas trop. Ils ont fait leur arc narratif et puis voilà. Est-ce qu'il y aura une saison 3? Bah, j'imagine, parce que ça a été laissé, voilà, il y a des pistes pour une saison 3. Est-ce que je regarderai la saison 3? Ça, c'est une autre paire de manches. Je ne suis même pas sûr de la regarder. En tout cas, ça donne pas envie. Parce que franchement, il s'est passé rien de palpitant dans cette saison. Et donc, c'est dommage, c'est une déception. Pour la seule saison, la seule série que j'ai regardée de ces 2 mois, bah, c'était une série inintéressante. Et pourtant, la saison 1, il y avait du potentiel. On verra avec The Ark saison 2. La série de science-fiction que j'ai beaucoup appréciée dans sa saison 1, ça me faisait penser un peu à du Stargate, moins bien, mais ça faisait penser à du Stargate SG1. On verra, je regarderai The Ark saison 2, je regarderai aussi Mythic Quest saison 4, la série d'Apple TV+, et je vous en parlerai, et peut-être une ou deux autres séries, on verra, ainsi que des nouveaux films qui sortiront au mois de mars, et tout ça, je vous en parlerai dans la vidéo fin avril, vidéo récapitulative de tous les films que j'ai vus au mois de mars et d'avril, et qui sortira le dernier jour du mois d'avril. Et bien évidemment, en attendant, vous allez avoir des adaptations de jeux vidéo, des vidéos collections, Minecraft le film, Until Dawn le film, et vous aurez même une vidéo sur un film d'animation Tolkien. Tout ça va arriver dans les 2 prochains mois. Je fais pas des vidéos toutes les semaines, je fais des vidéos un petit peu quand j'ai envie de le faire. Des fois, je reste 10 jours sans faire des vidéos. Je ne me presse pas. De toute façon, la chaîne a 3000 abonnés, mais je pense qu'on n'arrivera jamais à 10 000 abonnés. Alors, 100 000, on oublie tout de suite, ça n'arrivera jamais. Mais je me presse pas, hein. Je fais pas des vidéos pour les vues ou pour le nombre d'abonnés. Si les gens s'abonnent, tant mieux. Si les gens s'abonnent pas, c'est pas très grave. Je le fais pour moi, parce que j'ai envie de vous partager des choses que vous ne connaissez peut-être pas. Et c'est pour ça que je vous parle des adaptations de jeux vidéo, parce que c'est ce qui m'enthousiasme, et si je peux vous faire découvrir des petites pépites. En tout cas, voilà, je ne suis pas pressé. Le but, c'est pas de sortir de la quantité, mais c'est de sortir des choses qui m'intéressent. Et pour les critiques de films et séries, maintenant, ce sera ce genre de vidéo multicritique, tous les 2 mois. Je le répète, fin février, fin avril, fin juin, fin août, fin octobre et fin décembre. Donc 6 vidéos multicritiques par an qui seront le résumé de tous les films et séries hors adaptation de jeux vidéo et hors univers Tolkien que j'aurai vu durant l'année, en salle ou sur plateforme de SVOD. J'espère que ce format vous plaît. En tout cas, c'était soit ça, soit rien du tout. Donc pour ceux qui ont envie encore d'avoir des critiques de films et de séries, bah, c'est quand même mieux que rien. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous avez vu durant ces 2 derniers mois, janvier et février. Et moi, je vous retrouve très vite pour d'autres adaptations de jeux vidéo et des vidéos collection. Collection au format physique, des films, des jeux. Voilà, on va se régaler. Merci à toutes et à tous. Portez-vous bien. Ciao tout le monde.